Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'épreuve Maths-Gene 2024, donc la première épreuve. Donc pour l'instant on va regarder le problème dans sa globalité, à la fois ce qu'il apporte mathématiquement, dans les résultats, dans ses méthodes, dans les outils utilisés, et voir ses qualités d'évaluateur en quelque sorte. Alors le problème s'intéressait au thème suivant. On travaille dans Mn2K, donc la K-algèbre des matrices carrées de taille n sur un corps a priori quelconque, K, et on voudrait savoir quelles sont ces sous-structures commutatives et si on peut dire des choses sur les sous-structures commutatives maximales à changement de base près en quelque sorte. Alors, je m'explique, la ligne du problème est très très claire, elle commence par une étude des sous-espaces de matrices qui commutent entre elles et qui sont nilpotentes. Bon, c'est une thématique qui marche très très bien, qui s'insère parfaitement au cœur du programme de l'agrégation, de l'algèbre linéaire et de la réduction. Alors ensuite, on partait sur les sous-algèbres commutatives. Donc là, il n'y a plus de... Voilà, la nilpotence va servir, évidemment, ici, via on va dire un Dunford, on peut dire, ou un lemme des noyaux, mais on va regarder juste les sous-algèbres commutatives de Mn2K, sous K algèbre, et évidemment avec une condition de maximalité en termes de dimension, et ce qui se passe pour la dimension maximale, obtenir un objet de forme normale modulo changement de base. Et ensuite, on regarde, finalement, dans cette algèbre Mn2K, il y a un groupe, donc après espace vectoriel, avec des matrices qui commutent, algèbre, sous-algèbre commutative, maintenant, reste à voir, c'était logique de s'occuper des groupes. On veut regarder les sous-groupes de GLN de K, qui sont commutatifs maximaux. Alors regardez bien la déclinaison. D'abord, sous-espace de matrice nilpotente qui commute 2 à 2, sous-algèbre de matrice de Mn2K, et après, il était logique de regarder des sous-groupes commutatifs de GLN de K, mais cette fois-ci pour la maximalité, parce qu'on ne va pas regarder la dimension, donc là cette fois-ci on regarde le cardinal et on est sur un corps fini, et bon, à chaque fois on va regarder quelle est la taille maximale, la taille voulant dire la dimension pour les sous-espaces et pour les sous-algèbres, et le cardinal quand on a GLN de K quand K est fini, et on va regarder une borne pour ces dimensions ou pour ce cardinal, et on va voir que quand on atteint cette borne, alors on a toujours un objet de forme normale, modulo, donc finalement l'action de conjugaison de GLN, donc c'est-à-dire, si vous préférez, modulo changement de base. Alors le problème est fortement inspiré d'un article qui est paru à la Revue de mathématiques spéciales en 2020 par Fresnel et Matignon. C'était un article original et sympathique, avec des résultats puissants, vous pouvez regarder, qu'on peut trouver sur la toile. Et vous avez, je crois que ça s'appelle sous-algèbre commutative de Mn2K, bon, en tout cas un titre très, très simple que vous pourrez trouver facilement en tapant Fresnel-Matignon 2020, Revue de mathématiques spéciales. Mais bon, le concepteur du problème, conceptrice, s'est fait un honneur d'utiliser des méthodes originales. On n'a pas exactement les mêmes méthodes. Il y a des grandes lignes directrices, effectivement, mais avec des méthodes différentes, parfois, et parfois très astucieuses. Et on finissait avec une partie 3, où on regardait les sous-groupes finis abéliens de GLN de Q. Alors donc, bon, là, la partie 3 était indépendante de la partie 2, mais
ça crée un tout cohérent de résultats avec des méthodes cette fois-ci complètement différentes puisqu'on est sur Q, donc arithmétique, polynôme cyclotomique, entier, algébrique, etc., etc. Quelque chose de très joli. Alors, dans les méthodes, on retrouve des choses qu'on aime bien, c'est-à-dire la généralisation de résultats du programme. On a une généralisation de Cayley-Hamilton, un espèce de multi-Cayley-Hamilton dans le cas nilpotent commutatif, un espèce de U1, rond U2, rond U3, rond UN égale 0. On a un multi-lemme des noyaux, c'est-à-dire que tout ce qu'on sait faire pour un endomorphisme, on va essayer de le faire collectivement pour plusieurs endomorphismes qui commutent. Du coup, polynôme d'endomorphisme, du coup, sous-espace stable, du coup, cotrigonalisation, et si on veut que les polynômes soient scindés, pour avoir de la trigonalisation, on est obligé de monter sur une clôture algébrique. Donc du coup, qu'est-ce qui reste stable quand on monte dans les corps, comme le fait que le rang soit indépendant, le rang d'une famille de vecteurs soit indépendante du corps, bon, bah ça arrivait à un certain moment. Et problème de descente aussi, c'est-à-dire on a deux matrices qui sont semblables sur un corps où on est allé chercher le scindage du polynôme caractéristique, et là on redescend, on veut montrer qu'elles sont semblables sur leur corps d'origine, quelque sorte. Donc typique des problèmes de descente qu'on rencontre inévitablement dans ce genre de situation. On rencontrait avec bonheur une matrice compagnon. Je me demande dans quelle épreuve de MG ou à la grègue interne aussi, on ne rencontre pas de matrice compagnon. Et là, c'était la matrice compagnon d'un polynôme cyclotomique. Il y avait des algèbres, des idéaux, des groupes finis avec Lagrange, arithmétique, polynôme cyclotomique, anneau d'entier algébrique. Alors vers la fin, attention, si vous n'y avez pas touché, rien de grave. On a aussi un peu de rotation du plan, carrément, on se prive de rien. Le cas de la dimension 2, qui va être important à cause du théorème d'irréductibilité des polynômes sur R. Le fameux problème de trouver un produit scalaire sur un espace euclidien qui soit G invariant pour un sous-groupe fini du groupe linéaire de cet espace euclidien. Donc, en gros, l'épreuve remplit complètement le cahier des charges parce que originalité du résultat, originalité aussi des méthodes parce qu'il s'est démarqué du résultat dont il s'est probablement inspiré, avec un petit coup de cœur pour la question 17. Regardez la question 17, vraiment, elle est magnifique. L'idée m'a bluffé, complètement bluffé. Il y a une diversité des thèmes, et je trouve, pour finir, que c'est un bon évaluateur parce que, à partir du moment où on est au cœur du programme, l'étudiante ou l'étudiant qui a travaillé toute l'année va s'y retrouver dans ce genre de problème. Forcément, on est dans l'ouverdance du programme, avec des petites choses annexes de temps en temps, juste ce qu'il faut. Donc c'est bien. Alors, quelques petits bémols sur le problème. Alors d'abord, c'est un problème où j'ai rencontré des difficultés. Bon, des difficultés qui n'existent plus dans les problèmes actuels et qu'on pouvait rencontrer il y a 10 ans, allez, 15. Et ces difficultés ne sont pas forcément à des endroits très éloignés. Ça arrive, alors on parlera surtout la question 11, donc quand même une question 11 difficile. La question 11 arrive à un endroit où ça peut vraiment casser l'élan, en quelque sorte, du candidat ou de la candidate. Alors j'ai pas vu cette barrière anti-grappillage qu'il y a depuis les années 2020, 2019-2020 à peu près, qui est quand même bien pratique, c'est-à-dire aller prendre toutes les choses faisables
du problème jusqu'à la fin et de les ramener en quelques petits exercices de début qui seraient des exercices d'échauffement. On aurait pu ainsi mettre toute la diversité du problème et la regrouper en prenant juste les aspects simples de cette diversité au tout début. Et ainsi, ne pas commencer tout de suite complètement plongé dans l'algèbre linéaire, presque jusqu'au bout de ce que le candidat ou la candidate va faire, et à profiter un petit peu de cette arithmétique qu'il peut y avoir, des problèmes de montée et de descente dans les corps, des problèmes de polynômes cyclotomiques, des problèmes aussi peut-être d'entiers algébriques, encore que là, bon, vu que c'est borderline, c'est bien là où c'est, hein, vers la fin du problème, mais des problèmes de calcul de discriminants, des problèmes de type groupe fini, Lagrange, etc., qui auraient pu être placés au tout début. Le problème d'existence d'un produit scalaire G invariant, des petites choses comme ça, assez classiques, que rencontre l'étudiante pendant l'année, et qu'on aurait pu mettre au début, parce qu'après, on est gêné au niveau du grappillage, hein, parce que ça permet à certains, alors que d'autres ne se le permettraient pas, et d'autres qui se le permettent, et c'est vrai que ça crée une injustice, et ce rassemblement en exercice au tout début de l'épreuve permet de pallier le problème. Ensuite, un autre petit problème, on était obligé de distinguer souvent le cas de la dimension paire et de la dimension impaire, pour des raisons qui paraissent évidentes. J'ai du mal, le problème y aurait gagné en évaluation, on va dire, si on attaque uniquement le cas paire. Bon, je comprends parfaitement l'idée de la conceptrice ou du concepteur de dire, bon, on veut des résultats totaux, voilà, on veut tous les résultats, et dans le cas pair, puisqu'on peut le faire, alors on le fait. Mais le cas pair était vraiment plus simple, le cas impair, c'était la même chose que le cas pair, avec en plus un côté un peu technique, un peu pénible, hein, où il fallait regarder des parties entières, il fallait regarder des choses un peu fines, des choses qu'on n'a pas envie de faire vraiment dans un problème d'agrègue. Et du coup, il va y avoir les gens qui vont faire bien le cas pair, qui vont dire à l'essai, bon allez, tentative, on montre de même dans le cas impair, d'autres qui vont le faire très très bien. C'est difficile à noter, c'est difficile à évaluer, et c'était pour pas grand chose, donc bon, j'aurais dit, voilà, hein, quitte après, dans le rapport du jury, se fendre d'une petite note pour dire on pouvait faire le cas impair très facilement, et on a tel et tel résultat, ça se généralise facilement, mais c'était pas la peine d'encombrer l'épreuve avec le cas impair. Pour moi. Alors, dans les bémols, il me semble qu'il y a une typo dans la question 9C. C'est une typo un peu gênante quand même, parce que la question posée, elle est telle qu'elle est, c'est faux, et il y a des contre-exemples, mais comme c'est la question 9, un certain nombre de gens ont dû l'aborder, ont dû être gênés s'ils n'ont pas le recul de voir l'erreur. Et puis il y a la question 11A, qui m'a mis en PLS là, parce que j'ai trouvé un peu difficile. On en parlera. Il semble que l'indication, alors il y a une indication, hein, mais l'indication, elle me semble un peu légère par rapport à tout le travail qu'il faut fournir pour répondre à la question. Alors, je sais pas. Pour la question 11A, je l'ai faite à ma manière, hein, mais j'ai trouvé ça un petit peu difficile. Bon, on va y revenir. Là maintenant, je propose de regarder d'un petit peu plus près le problème. On va passer du global au local. Alors la partie 1A,
Partie que voilà, tout agrégatif doit savoir faire, avec des choses un peu classiques, qui peuvent être difficiles si on les a pas déjà vues quelque part. Je pense à la question de l'hyper Cayley Hamilton, en quelque sorte. Mais ça commence avec la commutation, le fait de, quand on deux endomorphismes commutent, de pouvoir stabiliser les sous-espaces propres ou les noyaux de polynômes de l'autre endomorphisme, bon, classique, et arriver comme cela à la cotrigonalisation avec une récurrence. Voilà, hein, on a des théorèmes de cotrigonalisation. Dès qu'on a de la commutation, on fait ensuite remarquer que la réciproque est fausse. Hein, si on a de la cotrigonalisation, on n'a pas forcément la commutation. C'est pas comme la codiagonalisation où là, on a une équivalence. À partir de cette cotrigonalisation, on voyait que si les endomorphismes étaient nilpotents, alors si n est la dimension de E, et si on a une famille de n éléments nilpotents, alors la composée est nulle. Hein, donc ils sont nilpotents et ils commutent, hein, évidemment, 2 à 2. Alors la composée est nulle, ce qui correspond à une espèce de super Cayley Hamilton, c'est-à-dire si on prend U tout seul, hein, d'accord, et ben la composée de, donc finalement, puisqu'il est tout seul, il peut se composer qu'avec lui-même, alors U puissance n égale 0. Bon, à partir du moment où c'est nilpotent, le fait que xn annule U, ben, c'est finalement Cayley Hamilton, parce que la dimension, c'est n. Et puis ensuite, on partait sur un grand classique de sous-espace réel stable. C'est-à-dire que on regarde des sous-espaces réels stables. Pour ça, on passe en complexe, donc on monte. Et là, on trouve des droites stables, mais ces droites sont complexes, donc il faut les conjuguer. Alors après, il y a d'autres méthodes, hein, pour pouvoir avoir quelque chose de barre invariant en quelque sorte, et revenir ensuite sur R. Bon, c'est un peu de la théorie de Galois pour les nuls, en quelque sorte, hein, où on retrouve, grâce au morphisme barre, des espaces réels, mais après, on peut faire avec partie réelle et partie imaginaire, ça marche très très bien aussi, hein, voilà, tout fonctionne, et on récupère grâce à ça. Dans le fond, c'est parce que le groupe de Galois de C sur R est d'ordre 2, ben on retrouve à la fin des plans stables qui proviennent de droites que l'on a complétées par une droite conjuguée stable dans C. Bien sûr, c'est lié au fait qu'un polynôme irréductible sur R est soit de degré 1, soit de degré 2. Tout ça, c'est la même chose. Et ce qui va faire que quand on est sur R, et qu'on a un endomorphisme, on a forcément soit une droite, soit un plan stable. Voilà. C'est une belle interprétation géométrique de ce théorème d'irréductibilité des polynômes réels qu'on connaît bien. Alors, ensuite, dans la 1b, on regardait des problèmes de sous-groupes de O2 et de sous-groupes de SO2. Alors, les sous-groupes finis, eh bien, SO2 de R, on se ramenait à un sous-groupe, au groupe des éléments de norme 1 dans sous-groupe des éléments de norme 1 dans C étoile multiplicatif, et en se ramenant dans C étoile, par Lagrange, chercher des groupes d'ordre n, revenez à chercher des solutions au polynôme xn-1, et ça on sait faire, parce qu'on est dans C. Donc l'isomorphisme de groupe, hein, entre SO2 et un sous-groupe de C étoile nous permettait de résoudre des équations sur un corps, ce qu'on aime bien faire. Et un corps, le corps des complexes, et en plus une équation qu'on connaît bien. Et là, on tombait évidemment sur les racines énièmes de l'unité. Donc SO2 est commutatif, mais O2 n'est pas commutatif, hein, sur R. Et là, du coup, on cherchait le centralisateur finalement de quelque chose qui est dans O2 mais pas dans SO2, donc une symétrie. Donc là, il n'y a pas de souci, parce qu'une symétrie, il va y avoir l'espace, le plan se décompose en somme directe de deux droites orthogonales,
et on arrive à trouver son commutant, hein, l'ensemble des matrices qui commutent avec cette symétrie, en parlant de stabilisation. Puisqu'on est dans le groupe orthogonal, on doit préserver la norme, donc il va y avoir 1 ou moins 1. Donc, comme il y a deux droites orthogonales, sur ces deux droites orthogonales, le commutant se doit d'être de multiplier, de stabiliser chaque droite, et en multipliant par 1 ou moins 1 hein, sur cette droite, ce qui nous fait 4 possibilités, 2 fois 2 possibilités, et on va avoir un commutant de S qui va être d'ordre 4, et on retrouve avec bonheur le groupe de Klein. Du coup, on trouve tous les sous-groupes commutatifs de O2 en deux temps. D'abord, il y a tous les sous-groupes de SO2, puisque SO2 est abélien, et ensuite, si le sous-groupe n'est pas inclus dans SO2, eh bien là, dans ce cas-là, c'est très restreint, et on va avoir au maximum un cardinal 4. Ce maximum cardinal 4 est intéressant. Ensuite, on nous introduisait finalement ce qu'on pourrait appeler la matrice compagnon du polynôme irréductible cyclotomique Φ6, donc elle va être d'ordre 6, ce qui fait qu'on a un sous-groupe fini plus grand, puisqu'il va être d'ordre 6. L'ordre des valeurs propres de la matrice compagnon, c'est finalement l'ordre des racines du polynôme cyclotomique, hein, donc c'est 6. Et donc on va avoir un sous-groupe cyclique d'ordre 6 qui dépasse le 4 qu'on avait avant, et on va avoir quelque chose d'un petit peu plus gros. Donc quand on va chercher à maximaliser la taille des sous-groupes à un moment de GLN, on va voir que ce 6 plus grand que 4 va devenir important. Alors donc, on avait des rotations d'ordre 6, et ces rotations d'ordre 6, elles étaient tout de même plongées dans O2 de R. Dans l'ordre 6, vous avez forcément cosinus, pi sur 6, par exemple, voilà. Et là, vous avez racine de 3. Donc là, vous êtes dans le réel. Mais on pouvait, justement, grâce au polynôme cyclotomique, réaliser, avec la matrice compagnon d'un polynôme cyclotomique, cette matrice dans Q, et même dans Z. Je dirais que la matrice A qui est introduite dans le problème, elle est dans SL2 de Z. Hein, d'accord ? Mais bon, ok, on ne parlait pas d'SL2 de Z, on n'avait pas compliqué les choses, on était on va dire, dans GL2 de Q, voilà, et ça allait justement faire écho à la fin du problème. Donc, on est dans GL2 de Q, et du coup, on peut ramener un problème sur O2 de sous-groupe fini de O2 de R à des problèmes de sous-groupe fini de GL2 de Q. On dit merci la matrice compagnon. Et ensuite, on attaque la partie 2. Et la partie 2, on comprend là où on veut en venir. On veut démontrer 3 théorèmes. Un théorème 1, concernant les sous-espaces nilpotents commutes, et le cas maximal. Un théorème 2, pareil, mais avec une sous-algèbre commutative, et le théorème 3, avec des groupes abéliens, sur corps fini. Et on a une jolie partie de A qui va nous présenter des prototypes. Des prototypes d'espaces, d'algèbres, de groupes abéliens commutants. Et ensuite, on verra que les théorèmes nous ramènent dans le cas maximal à ces prototypes. Alors, le prototype, je vais en parler dans le cas pair. On ne parlera pas du cas impair, où là, qui était pénible et dont je me serais bien passé. Mais, regardez le cas pair. Commençons par n égale 2. Eh bien, vous avez dû remarquer que les matrices de type, alors si je l'écris comme ça, 0, 0 en colonne et x, 0, elles sont nilpotentes, elles vont former un sous-espace vectoriel de matrices nilpotentes. Quand on les multiplie entre elles, ça fait 0. Maintenant, si on prend les matrices de type lambda 0 en colonne et x lambda, le même lambda, comme ceci,
alors là, ça va former une sous-algèbre commutative. Et maintenant, si vous prenez lambda non nul, pour ajouter lambda non nul, ça vous fait un sous-groupe abélien. Eh bien, ça va être pareil pour le cas pair, sauf qu'il faut remplacer par une structure par bloc, où vous allez avoir 0, 0 ici, en bloc moitié, donc vous divisez, comme c'est pair, vous divisez votre matrice en 4 blocs égaux, 0, 0, une matrice A ici, d'accord, vous mettez une matrice A, et la matrice nulle ici. Donc vous allez avoir un sous-espace. Si l'espace est de dimension, si la matrice est de taille n égale 2m, vous allez avoir un sous-espace de dimension m2. Maintenant, il y avait effectivement une variante dans le cas impair, et là, arrivaient les parties entières. Bon. Alors amusant, à un moment, quand on regarde donc les groupes, parce que donc on fait pareil, donc on va rajouter lambda identité à tout ça, avec lambda dans le corps pour obtenir des sous-algèbres et lambda non nul dans K étoile pour obtenir des sous-groupes. Et là, on obtient ici un sous-groupe et on a un petit jeu d'isomorphisme avec le produit direct. Hein, d'accord ? Donc, l'isomorphisme n'était pas immédiat. Si vous avez lambda et A, votre matrice, il fallait tordre un petit peu pour obtenir le produit direct. Lambda, et lambda dans K étoile, hein, vous avez le groupe multiplicatif, et il faut changer M en M sur lambda pour obtenir justement un isomorphisme entre ce sous-groupe abélien et K étoile, produit direct, avec cet espace de matrice de dimension M2. Et là, on annonce la couleur, on vous montrer que la dimension maximale d'un sous-espace de matrices qui commutent entre elles et qui sont nilpotentes, c'est justement ce M2, hein, dans le cas pair. Hein, je ne parlerai que du cas pair. Avec la clause que si on atteint M2, alors c'est conjugué à cet espace dont je parle. Notez ce que l'on ne démontre pas et qui est probablement faux, mais bon, je n'ai pas réfléchi. Est-ce que, c'est un peu comme dans les théorèmes de Sylow, si vous voulez, il n'y a que pour le cas maximal qu'on a une forme normale, mais est-ce qu'on a une forme normale pour les sous-cas ou en quelque sorte, est-ce que tout sous-espace comme ça peut se plonger dans un sous-espace de dimension M2 qui vérifie ses propriétés? C'est pas évident. C'est pas du tout évident, et connaissant un peu les travaux de Gernstein-Haber, c'est faux. Dans d'autres structures, hein, je dis pas dans celle-là, hein, précisément, mais en général, ça pose des problèmes. Et là, au détour quand même de petites choses bien sympathiques, il y a un problème. Donc, la 9C, où, bon, je vais le lire, hein, démontrer que V, alors V, bon, alors on a notre K-algèbre commutative avec la diagonale et puis le sous-espace qui est là, et on va avoir V qui est un sous-espace de cette algèbre, qui est aussi une K-algèbre, puisque quand on multiplie deux éléments de V, en fait on a 0, donc il y a la stabilité. Et en plus, bah oui, c'est vite vu que c'est un idéal. Et en fait, la 9C dit démontrer que V est le seul idéal de la K-algèbre commutative A différent de A, et qu'il est maximal pour l'inclusion parmi les idéaux de A différents de A. Bon, alors, d'abord, il est clair que quand on lit la question, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est qu'il y a une contradiction interne. Parce que si c'est le seul, bah, il est maximal. Après cette contradiction, la candidate ou le candidat réfléchit et peut se dire oui, mais on dit démontrer que V est le seul idéal de la K-algèbre commutative, alors qu'après on dit maximal pour l'inclusion parmi les idéaux de A. Donc, est-ce que ça voudrait dire que il y a des idéaux d'algèbre et des idéaux tout court, et qui serait le seul en tant qu'idéal d'algèbre, et plus le seul mais maximal chez les idéaux tout court?
Ben non, parce qu'il n'y a pas d'idéal d'algèbre et d'idéaux tout court. Parce que bon, non, de toute façon, non, ça veut rien dire. En fait, c'est pas le seul idéal, puisque tout sous-espace de V, d'après les propriétés que j'ai citées tout à l'heure, de multiplication ça fait 0, bah ça va être, comme c'est un sous-espace, ça va être stable par l'addition, et ça va être un idéal, c'est très vite vu que ça va être un idéal, puisqu'on quand on va multiplier une matrice quelconque par un élément d'un sous-espace, on va juste multiplier par lambda. Il n'y a que la multiplication par lambda qui compte. Donc tout sous-espace, donc on ne peut pas dire que c'est le seul sous-espace. Je veux dire, des contre-exemples, il y en a plein, quoi. Il suffit de prendre M strictement supérieur à 1. Alors évidemment, avec un peu de recul, on voit qu'il y a une erreur, ça saute aux yeux. Mais le candidat, c'est chaud quand même pour le candidat de voir qu'il y a une erreur ici et de se dire, bon, c'est une erreur qui est déjà à la conception du problème. Et en plus, bon, ça se corrige facilement parce que le seul, en fait, je pense que le mot seul, il est resté orphelin d'une histoire de changement qui a dû être demandé, et c'est comme ça que génèrent les typos hein, dans un problème. En fait, c'est le seul idéal maximal. En fait, cet anneau, c'est ce qu'on appelle un anneau local. Alors, l'anneau local, c'est un anneau qui possède un unique idéal maximal. Et généralement, c'est facile de le démontrer. C'est-à-dire qu'on a un idéal, et pourquoi il va être maximal et pourquoi il va être unique? Parce que dès qu'on prend un élément en dehors de cet idéal, on a un inversible. Là, c'est exactement ce qui se passe. Quand on est en dehors de 0, 0, là 0, et ici vous mettez tout l'espace, bah, si on est en dehors de ça, c'est qu'on a une diagonale non nulle. Donc on a un lambda non nul, et ce lambda non nul, comme on a une matrice triangulaire supérieure, bon, j'aurais dû peut-être le faire comme ça pour vous, ce lambda non nul va faire que c'est inversible. Quand on quotiente par cet idéal, eh bien, on obtient K. Et donc on obtient un corps, donc l'idéal est maximal. Et il est unique, évidemment, puisque tout idéal a une intersection vide avec les inversibles. Sauf si c'est l'idéal trivial de l'algèbre tout entière. Donc là, bon, faudra être indulgent, d'autant plus que c'est la question 9, c'est-à-dire que, bon, j'estime que si on fait bien les choses, on fait le candidat qui avance comme ça, il va avancer jusqu'à la 8, et là, il va tomber sur un os avec cette 9C. Ça, c'est difficile, ça. Une typo enfin, de problème, c'est no big deal, hein, mais là, quand même, c'est ennuyeux. Ça fait réfléchir, est-ce qu'on met en question le problème, est-ce qu'on se met en question soi-même, tout ça, quoi. Bon, ensuite, toujours dans la partie de A, on a un prototype de groupe avec un produit direct aussi. Et pour finir cette partie de A, on a un prototype de groupe avec une réalisation comme produit direct. Alors, ce produit direct, alors quand on est dans le cas fini, de FQ étoile, dont on sait qu'il est cyclique, par un sous-espace, disons que le groupe additif de l'espace maximal. Donc le groupe additif de cet idéal maximal. Alors maintenant, 2b, et là, le théorème 1, qui dit en deux temps le max de la dimension et ce qui se passe quand on a l'égalité des dimensions à conjugaison près, et qu'on retrouve le prototype précédent. Et là, on a attaqué directement la question 11a. La question 11a, elle m'a donné du fil à retordre. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'elle dit? Finalement, elle dit qu'on a un sous-espace de matrices nilpotentes qui commute 2 à 2. On peut supposer par exemple que c'est engendré par une base UI. Hein. On va avoir une base UI. Donc, on va avoir un sous-espace F qui est la somme des im de UI. Et évidemment, on se doute, comme c'est nilpotent, ça va pas être F, ça va pas être tout E. Bon.
Et en fait, on va prendre un supplémentaire de f qu'on appelle S. Et en fait, ce que veut nous montrer la 11A, c'est que une matrice nilpotente est entièrement déterminée par l'image de S. Donc l'image de F va être induite en quelque sorte par l'image de S. Ou si vous préférez, l'application linéaire qui a U donne sa restriction à S dans F est injective. Même, disons, sa restriction à S tout court serait injectif, mais après, pour des raisons de surjectivité, on a besoin de S dans F. Là, j'ai été ennuyé par cette question. Essayez de le faire avec les moyens de la Greg. Bon, bah oui, ça marche, hein, ça marche, mais l'indication, c'était on pourra justement utiliser ce super Cayley-Hamilton, ce U1 rond jusqu'à UN égale 0. Alors, j'aimerais bien, si quelqu'un a une méthode simple, moi j'utilise quand même plus que ça. Si on regarde déjà les choses, si on regarde U, juste on prend comme espace vectoriel l'espace vectoriel engendré, la droite vectorielle engendrée par une matrice nilpotente. D'accord ? Donc ça veut dire que ce F, c'est im de U, voilà. S, c'est un supplémentaire. Alors évidemment, une matrice nilpotente, elle n'est pas, c'est pas auto, hein, donc finalement, im U est strictement inclus dans E. Donc on va avoir un S supplémentaire. Et ça veut dire que U est entièrement déterminé par l'image de S. Bon, alors, oui, c'est vrai, mais maintenant, l'indication donnée par le problème, c'est de dire, bah, débrouille-toi avec Cayley-Hamilton. Finalement, c'est ça, puisque la question 3C qui correspond à l'indication, c'est exactement Cayley-Hamilton. Bah ouais, mais je trouve que c'est un peu plus que Cayley-Hamilton, ce truc-là. Ce qu'il faut prouver, déjà dans le cas où il y a une droite de matrice nilpotente, eh bien, ce qu'il faut prouver, c'est que le plus petit sous-espace U stable contenant S, eh bien, c'est E tout entier. Donc S engendre, c'est un générateur d'un certain module, K de X module. Ça c'est pas tout à fait Cayley-Hamilton quand même. C'est plus que ça. Par exemple, c'est la réduction de Jordan. Ça, c'est le théorème de décomposition de Frobenius. C'est quand même plus difficile. Alors peut-être qu'on n'a pas besoin de Jordan et de Frobenius, mais avec ça, j'arrive à le faire. Donc, c'est quand même plus compliqué que ce qui me semble être donné par l'indication. Alors, en plus, vous avez plusieurs matrices qui commutent. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un K de X module, on a un K de X1 jusqu'à XR, où R est la dimension de cet espace, module. Bon, un autre polynôme, donc un module sur un autre polynôme. Bon, c'est pas tout à fait évident. Alors, effectivement, j'arrive à montrer que le plus petit sous-espace qui contient S et qui est stable par tous les UI, eh bien c'est E tout entier. Ben oui. Une fois qu'on montre ça, ben c'est facile de voir que si U s'annule sur S, alors il s'annule partout, d'accord ? Puisque tout élément X de E va s'écrire comme somme d'actions sur des éléments de S et d'actions des UI sur les éléments de S. Et comme U commute avec tous les UI, on va chanter directement, on va aller de U directement sur X qui appartient à S, ça va s'annuler, et ça va annuler tout le bazar. Et pour montrer que S engendre, bah, on peut procéder par récurrence sur la dimension, en projetant à chaque fois sur l'intersection des noyaux de UI. Où UI, c'est justement une base de cet espace. Et cette intersection est non nulle, parce que cette intersection, eh bien, on peut la voir déjà par la cotrigonalisation qu'on a démontrée précédemment, qu'il y a au moins une droite où tout le monde s'annule, hein,
dans cette histoire. Hein, voilà. Donc on peut quotienter par ça, qui va être un sous-espace stable, tout ça, on quotiente par ça, et on arrive à montrer par récurrence ce truc. Mais je trouve ça difficile, en plus c'est mal placé, parce que 11A, là on a les bons candidats qui vont se casser les dents dessus. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a complètement échappé, si quelqu'un voit une méthode, qu'il me le dise, et j'en serais ravi. Et après, une fois qu'on a cette injection, une fois qu'on a vu que quand on se restreignait à S, alors si c'était nul, alors ça veut dire que l'endomorphisme en question était nul, alors là, avec les considérations de dimension, on a tout de suite la majoration, et ensuite, grâce à une très jolie astuce, qui consiste à remarquer que forcément si on est en dimension maximale, alors deux endomorphismes nilpotents vont vérifier U' rond U égale 0, hein, deux endomorphismes U et U', en le montrant par l'absurde, alors on arrive à montrer qu'on a une base sur laquelle les choses s'écrivent avec 0, 0, A, 0. Et A, c'est exactement l'espace des matrices de taille M. Voilà, bon. Ça, après, le truc prend bien par la main. Il y a juste ce point qui m'a mis en PLS. Ok. Alors ensuite, on attaquait la 2C, où il y avait un théorème analogue, mais pour les sous-algèbres commutatives, en utilisant à fond la partie précédente, hein, donc la 2B. Et donc, il va falloir ajouter 1 à la dimension borne, qui correspond aux homothéties, hein, à la droite des homothéties. Et là, on va obtenir des algèbres. Alors, bon, c'est pas difficile. Comment on se ramène au cas des sous-espaces nilpotents? Grâce, finalement, à un Dunford, ou si vous préférez, un lemme des noyaux. Et le lemme des noyaux, en fait, il faut en faire un co-lemme des noyaux, un lemme des noyaux collectif. Donc la commutativité servait encore à créer des blocs style des sous-espaces caractéristiques, mais des sous-espaces caractéristiques communs à tous les éléments de l'algèbre, voilà, qui est commutative. Et donc vous aviez des petits blocs carrés comme ça, qui sont des sous-espaces caractéristiques communs, d'accord? Et évidemment, comme la somme des carrés est inférieure, donc on regarde la dimension, c'est des carrés, puisque c'est des blocs carrés, la dimension c'est des carrés. Et comme la somme des carrés est inférieure au carré de la somme, hein, une complexité là-dessus qu'il fallait montrer, voilà. Alors c'était embêtant, c'est très facile à démontrer dans le cas pair, dans le cas impair ça devenait embêtant, bon, mais bon, ça se démontre. Alors la dimension maximale était atteinte quand on a un bloc indécomposable, en quelque sorte. Quand on a le gros carré. Le problème avec Dunford, c'est que ça nous demandait de travailler sur un corps algébriquement clos. Donc il faut remonter. Alors on le fait dans le cas algébriquement clos. Ensuite, quand on n'est pas dans le cas algébriquement clos, eh bien on a ces théorèmes de montée, où on a la stabilité du rang, hein, et la stabilité finalement du noyau aussi. Hein. Donc ça servait à fond. Quand on n'est pas dans le cas algébriquement clos, on arrive à remonter et à dire, en haut, voilà, c'est maximal, et on arrive à avoir notre théorème en haut, mais après, il nous faut une descente. Et là, il y a cette question 17 qui m'a complètement bluffé, où on montre qu'en fait, on n'a pas besoin de descendre. Hein. Ouais, j'ai eu des étoiles dans les yeux de l'originalité de cette méthode. J'avais jamais vu une méthode comme cela. C'est juste la question 17, regardez là, elle est vraiment jolie. Évidemment, hein. Je vous dis, hein, si vous arrivez déjà à la question 9, c'est bien dans le problème, hein, si vous le faites bien. Après, le grappillage, c'est pas génial, mais aller de 1 à 9, là, nickel. Hein. C'est bon. Même de 1 à 8, 1 à 7, je pense que là, ça va donner des admissibles. Et puis, la 2D, avec des sous-groupes abéliens de GLN de FQ maximaux. Bon, pas difficile parce que finalement, on va s'appuyer sur la 2C et on va récupérer des sous-groupes de l'algèbre, finalement, comme groupe d'inversibles de l'algèbre.
Et le groupe des inversibles de l'algèbre, c'est très facile pour le cas maximal, parce qu'on va avoir lambda non nul. Donc ça nous fait... C'est le groupe des inversibles de l'algèbre. Voilà. On ne peut pas faire mieux que regarder le groupe des inversibles de l'algèbre. Et là, on voit un peu ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a les théorèmes 1, 2, 3, il y a I et II, donc la partie 1 et la partie 2 du théorème, mais il n'y aura pas de partie 3 comme dans les théorèmes de Sylow, c'est-à-dire que tout ne peut pas se plonger dans un max. Et ça, on le voit pour le cas des groupes, parce qu'on a vu pour les sous-groupes de O2 de R, qui peuvent s'envoyer facilement sur Q, on a vu qu'on avait des sous-groupes d'ordre 4 qui, eux, ne s'injectaient pas dans les sous-groupes d'ordre 6, évidemment. Vous voyez, déjà par Lagrange, puis ensuite, ces sous-groupes, ils ne peuvent pas s'injecter parce qu'ils n'étaient pas complètement dans SO2. Donc on voit qu'on est dans le cas un peu des situations qu'on retrouve dans les travaux de Gerstenhaber et aussi de Clément, de Seguin-Bazis, où le cas maximal, on sait tout, mais si on n'est pas dans le cas maximal, on ne peut pas forcément se plonger dans le prototype du cas maximal. Donc là, on est dans le cas vraiment Houston, we have a problem. Et là, on attaquait la 3 avec les sous-groupes abéliens finis de GLN de Q. Et on va montrer, on est toujours dans le cas n pair, que le maximum est atteint. C'est la borne atteinte, c'est le cardinal 6 puissance n sur 2, le même 6 qu'on avait retrouvé au tout départ, dans le cas n égale 2. Donc 6 puissance n sur 2, on s'y retrouve, puisque quand n égale 2, ben ça fait 6. Avec, toujours pareil, la partie 2 du théorème qui dit qu'ils sont conjugués s'il y a égalité, si on a atteint la borne. Et là, ça commence en beauté, c'est la guerre des étoiles, là, c'est magnifique. C'est Luke Skywalker, c'est Isai Shur, c'est la preuve de l'irréductibilité des polynômes cyclotomiques par Isai Shur. La preuve de 1929, dont j'ai parlé d'ailleurs sur cette chaîne, il n'y a pas si longtemps finalement. Elle est magnifique cette preuve. Elle va utiliser le discriminant de xn-1, donc on calcule un discriminant. Ce que j'aurais aimé qu'on fasse en exercice préliminaire pour éviter qu'il y ait des gens qui aillent grappiller un discriminant là ici, c'est pas juste finalement. Ensuite, on regarde le polynôme minimal d'une racine primitive énième de l'unité. On montre qu'il a un coefficient dans Z. Alors, il y a une technique. Bon, moi, je le fais avec le contenu. Là, il y a une technique. Le problème, c'est mis un point d'honneur à faire une technique différente que la technique habituelle. Mais là, bon, avec le contenu de Gauss, ça marche très très bien. Et ce qu'il faut montrer, finalement, c'est que si P ne divise pas N, alors dès qu'on a Z, une racine de ce polynôme minimal, alors Z puissance P est encore racine de ce polynôme minimal. Et comme ça, avec des Z puissance P, quand P ne divise pas N, on va obtenir toutes les racines primitives énièmes de l'unité, celles qui composent le polynôme cyclotomique, et donc on va avoir un polynôme cyclotomique irréductible. Et en fait, en calculant ce discriminant qui, en valeur absolue, est égal à n puissance n, le discriminant de xn-1, et en séparant le discriminant en deux, avec une partie qui est un entier algébrique et une autre partie qui est exactement πz de zp, on va voir, un peu grâce au Frobenius, donc il y a une petite question qui, je dirais, utilise le Frobenius, en tout cas avec le Frobenius c'est très facile, ou de dire, c'est l'équivalent, que si P est premier, alors P divise tous les coefficients binomiaux qu'on trouve sur la P-ième ligne du triangle de Pascal, sauf 1, 1, d'accord. Bon, c'est Frobenius finalement. Grâce à ça, on arrive à démontrer que P divise πz de z puissance P dans l'anneau des entiers algébriques, et donc il divise le discriminant delta, puisque delta est un multiple de ce πz de zp,
Et donc il divise n puissance n, et donc comme p est premier, il divise n. Mais il le divise dans un anneau plus grand, dans l'anneau des anti-algébriques, et il faut montrer que les anneaux d'anti-algébriques, quand ils sont rationnels, puisqu'ils vont être de la forme n sur p, alors c'est z. Donc là c'est facile, c'est un classique, et on a n sur p dans z, donc p divise n. Donc ça veut dire que si p ne divise pas n, alors on a toutes les racines, et on arrive à voir que le polynôme cyclotomique est irréductible. Il est magnifique sur Z. Il est magnifique. Hein, c'est la preuve de Schur. C'est ma preuve coup de cœur. J'étais très très heureux de la retrouver ici dans le problème. J'en avais fait de la pub sur la chaîne. Et puis après, le problème s'escrime à chercher des sous-groupes finis de O n de R. Alors on va prendre n pair, hein, toujours pareil. Ici, on reprend l'histoire de la descente de C vers R, qui nous donne finalement comme ON, bon, bah c'est des éléments où dès qu'on a un sous-espace stable, l'orthogonale est stable, etc. Donc c'est des matrices normales. Donc on arrive à décomposer en somme de plans et de droites stables. Bon, les droites stables, quand on est dans ON de R, bon, elles ne nous intéressent pas tellement, ça va nous donner des plus ou moins 1, mais donc ça ne va pas nous donner des gros trucs, mais les plans stables sont super intéressants. Et on montre ici que sur chaque plan, la taille maximale c'est 6. Alors, il y a une façon assez simple de le voir en résolvant, parce que par Lagrange, le fait d'avoir un ordre fini, parce qu'on est dans un groupe fini, implique que le polynôme caractéristique va être un produit de polynômes cyclotomiques, hein, puisqu'ils sont irréductibles. Donc, il suffit de résoudre, finalement, phi de n égale 2, puisqu'on est en dimension 2, et que c'est la dimension, phi de n égale 2, ou phi de n égale 1. Hein, et phi de n égale 2, phi de n égale 1, bah, ça nous donne les solutions 1, 2, 3, 4 et 6. Et le maximum, c'est 6. Alors là, la méthode est un petit peu différente. Elle consiste à regarder la norme subordonnée à la norme 2 de G moins identité quand G parcourt le groupe en question. Et le min de ça quand G parcourt le groupe moins l'identité, pas l'identité. Hein. Voilà. Bon, ok. C'est une jolie méthode. C'est une jolie méthode où on va voir que cette norme subordonnée à la norme 2, je vous rappelle que c'est à la racine carrée du rayon spectral de A transposé A, hein, la norme subordonnée à A. Bon. Eh bien, quand on regarde ça sur une rotation moins identité, on tombe sur 2 fois la valeur absolue de sinus de θ sur 2. Voilà. Où θ, c'est l'angle de la rotation. Et grâce à ça, on va obtenir la borne 6. Là aussi, j'ai trouvé, je me demande si c'est pas une typo. En tout cas, si c'est une indication, elle aurait pu être optimisée. On dit que epsilon est strictement compris entre 0, enfin, strictement plus grand que 0 et plus petit ou égal à 2. Ça aurait été mieux. En fait, on pouvait dire que epsilon est compris entre 1 et 2 au sens large, il est dans le segment, dans l'intervalle fermé 1, 2. Et ça donnait directement le nombre 6 avec l'arc sinus de 1,5. Je ne comprends pas ce 0 alors que le 1 venait directement des questions précédentes. Ensuite, on terminait par 2 arguments absolument magnifiques. Un argument, c'est que si G est un sous-groupe fini de GL de E avec E muni d'un produit scalaire, alors on peut tordre le produit scalaire pour qu'il soit G invariant. Ce qui fait que maintenant, on a un nouveau produit scalaire et G s'injecte dans ON de R. Donc, on a injecté un espace EQ dans un espace ER, un espace réel, sur lequel on mettait un produit scalaire. Là, on s'envoyait dans ON de R. On faisait ce qu'on sait faire sur ON de R. Et maintenant, il faut redescendre. On a encore un théorème de descente de R sur Q. Et là, on tombait sur, tout simplement, qu'on avait des groupes cycliques et qu'on avait le fait que des matrices qui sont R semblables, on tombait sur des matrices R semblables, et que si elles sont R semblables, les matrices sont Q semblables. Quand elles sont sur Q et R semblables, elles sont Q semblables. Ça, c'est un résultat classique qu'on demandait d'admettre. Et là, on
on pouvait, hein, d'accord, vous voyez le nombre de coups, hein, donc on est dans GL de Q, on a un sous-groupe fini, on se ramène à ON de R en plongeant dans R et avec une astuce assez classique de produit scalaire G invariant. Ensuite, ON de R, on a cette décomposition en sous-espace stable de dimension 1 ou 2. Là, on se ramène à la dimension 2. Ensuite, par la dimension 2, d'après ce qui avait été fait avant, grâce à la matrice compagnon, on se ramène à quelque chose sur Q. Et ensuite, on dit c'est R semblable, donc Q semblable. Et donc, on avait notre majoration dès le départ, assez facilement, avec ce théorème de décomposition. Et ensuite, on a le fait d'être semblable lorsqu'on a atteint la maximalité. Voilà. Bon, eh ben, c'était un beau problème. Et puis, merci à toute l'équipe d'Agreg de nous offrir chaque année des problèmes aussi jolis.